4 milliards de dollars, c'est le montant que les Américains dépensent chaque année en suppléments de collagène, tandis que 3 milliards supplémentaires sont consacrés au bouillon d'os. Ils font mijoter des os pendant 24 heures, espérant absorber une protéine que le corps ne peut généralement pas utiliser. Pendant ce temps, 5 plantes présentes dans les jardineries et sur les rebords de fenêtres contiennent des composés qui incitent votre corps à fabriquer son propre collagène, à des taux qui font passer le bouillon d'os pour un placebo coûteux. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment cultiver ces plantes dans des récipients plus petits qu'une boîte à chaussures. Entrez dans n'importe quelle pharmacie à Austin, Phoenix ou Miami ce soir. Le rayon des suppléments s'étend plus loin qu'il y a 5 ans. Et les poudres de collagène dans des pots blancs dominent les étagères avec des promesses d'une peau plus jeune et d'articulations plus fortes. Les étiquettes montrent des modèles rayonnants. Ce qu'elles ne montrent pas, c'est la vérité qui se trouve à portée de main dans votre propre jardin. Le marché des suppléments de collagène a atteint 3,75 milliards de dollars en 2026. Les ventes ont bondi de 50% au cours des 3 dernières années seulement. Les ingrédients d'origine animale représentent plus de 85% de ces produits. Cette domination n'est pas le fruit du hasard, elle a été construite pièce par pièce à travers des décennies de marketing et de financement sélectif de la recherche, tandis que les plantes qui fonctionnent réellement restaient ignorées dans les jardineries, le long des routes et dans les mêmes jardins où vous arrachez les mauvaises herbes chaque été. Voici ce que les influenceurs du bouillon d'os ne mentionnent jamais. Le marché du bouillon d'os a atteint 1,19 milliard de dollars en 2025 et les gens font mijoter des os pendant 24 heures en espérant absorber une protéine que le corps ne peut généralement pas utiliser. La teneur en collagène du bouillon d'os fait maison varie énormément d'un lot à l'autre. Vous pourriez boire 2 tasses du même pot et obtenir des quantités complètement différentes à chaque fois. Votre grand-mère le savait, elle faisait du bouillon d'os parce que c'était bon et que cela réchauffait la maison en hiver. Elle ne prétendait pas que c'était un médicament. Le problème de l'absorption s'aggrave. Votre corps n'insère pas directement les molécules de collagène dans votre peau. Comme on enduit un mur, il décompose d'abord le collagène en acides aminés individuels. Et ensuite, il reconstruit ces acides aminés en nouveau collagène là où votre corps décide qu'ils sont nécessaires. Vous n'avez aucun contrôle sur cette destination. La poudre coûteuse que vous avez mélangée à votre personne ne vendant ces produits ne vous le dira. Pendant ce temps, les plantes qui signalent réellement à votre corps de produire du collagène là où vous en avez besoin poussent dans les fossés, les jardins et les jardinières depuis tout ce temps. La différence est importante. Les suppléments de collagène donnent à votre corps des matières premières et l'espoir du meilleur, et ces plantes donnent à votre corps des instructions directes. Une approche coûte 50 $ par mois et laisse les résultats au hasard. L'autre ne coûte presque rien et cible le mécanisme réel. Maintenant, voici ce que votre grand-mère savait probablement, même si elle n'avait pas les mots pour le dire. Des plantes qui guérissaient les blessures, des plantes qui maintenaient la peau saine pendant les hivers rigoureux, des plantes que sa mère lui a appris à utiliser et sa grand-mère avant cela. 5 de ces plantes contiennent des composés si puissants pour déclencher la production de collagène qu'elles font paraître toute l'industrie des suppléments comme un détour très coûteux. La première pousse à l'état sauvage en Asie, en Australie et dans le sud-est des États-Unis. En Inde, on l'appelle Brahmi. Au Sri Lanka, on l'appelle Gotu-kola. En Thaïlande, on l'appelle Bai Bua Bok. Au Vietnam, on la récolte fraîche et on l'ajoute aux salades. En Indonésie, on l'appelle pegagan et on la mélange à des boissons vendues par des marchands ambulants pour l'équivalent de 20 cents. Aux Philippines, les mères la donnent aux enfants. Des tigres blessés se rouleraient dedans pour soigner leurs blessures. Ce folklore s'avère contenir plus de vérité que la plupart des publicités modernes pour les suppléments. Et des études en laboratoire ont montré que l'extrait de Centella augmentait la production de collagène de 3 fois par rapport au groupe témoin, pas 30% de plus, 3 fois plus, à 50 mg par millilitre. L'extrait a triplé la synthèse de collagène, même à 10 mg, il l'a augmenté de 40%. Le composé responsable de cet effet est appelé acide asiatique.
Il indique directement à vos cellules de commencer à fabriquer du collagène là où elles se trouvent. Pas d'intermédiaire, pas de poudre coûteuse, pas d'espoir que les acides aminés finissent au bon endroit. Le mécanisme fonctionne différemment de tout ce qui se trouve dans une bouteille de supplément. L'acide asiatique active des gènes spécifiques impliqués dans la synthèse du collagène. Il stimule également la production d'antioxydants qui protègent le collagène nouvellement formé de la dégradation. La plante active essentiellement 2 interrupteurs à la fois. Elle dit à votre corps de construire plus de collagène et elle lui dit de défendre ce qu'il construit. Aucune poudre de collagène sur aucune étagère ne fait les deux. Les praticiens de la médecine traditionnelle en Inde, au Sri Lanka et en Indonésie utilisent la centella pour traiter les affections cutanées depuis des milliers d'années. Ils ne connaissaient pas la biochimie, ils ont simplement observé que les plaies guérissaient plus vite et que les problèmes de peau s'amélioraient lorsque cette plante était appliquée ou consommée. La science moderne a passé des décennies à rattraper ce que les guérisseurs de village comprenaient déjà. Cultiver le gotu-kola ne demande presque aucune compétence. La plante aime l'humidité et l'ombre partielle. Un rebord de fenêtre de salle de bain fonctionne parfaitement dans la plupart des climats. Un panier suspendu sur un porche couvert fournit un approvisionnement continu. La plante se propage par des stolons qui s'enracinent partout où il touche d'un sol humide. Pincez ce dont vous avez besoin et laissez le reste continuer à pousser. Les feuilles fraîches vont dans les salades avec une saveur douce, légèrement amère. Les feuilles séchées font du thé qui se conserve dans des bocaux hermétiques pendant des mois. Un seul paquet de graines de $3 produit des plantes qui se multiplient indéfiniment sans aucun investissement supplémentaire. Dans les 6 semaines suivant la plantation, vous en aurez plus que vous ne pourrez en utiliser. Dans les 6 mois, vous donnerez des boutures à vos voisins. La deuxième plante a passé 300 millions d'années à perfectionner un minéral que la nutrition moderne a presque complètement oublié. Traversez n'importe quelle zone humide en Amérique du Nord ou en Europe et vous trouverez de la prêle poussant le long des bords des étangs et des ruisseaux. Les propriétaires pulvérisent parfois des herbicides dessus sans réaliser qu'ils détruisent l'une des plantes les plus riches en silice jamais analysée. Elle a été appelée mauvaise herbe pendant si longtemps que la plupart des gens ont oublié que c'était un médicament. La prêle contient 5 à 8% de silice en pois sec. Cette concentration dépasse de manière significative les autres sources végétales. La silice joue un rôle dans la production de collagène que les entreprises de suppléments ne mentionnent jamais, car elles ne peuvent pas breveter un minéral qui pousse librement dans les fossés. Le silicium stimule les cellules responsables de la construction des os et des tissus conjonctifs. Il améliore la production de collagène de type 1 et d'une protéine appelée ostéocalcine. En optimisant la synthèse du collagène et en renforçant les liaisons transversales qui maintiennent le collagène ensemble, la silice de prêle contribue à l'intégrité structurelle de la peau, des os, du cartilage, des tendons et des vaisseaux sanguins. Des essais cliniques ont révélé que l'extrait de prêle améliorait l'élasticité de la peau d'environ 13% et l'hydratation de la peau d'environ 18%. Ces chiffres rivalisent avec les résultats revendiqués par les suppléments de collagène coûtant $50 par récipient. La prêle repousse chaque printemps sans rien demander en retour. Les Grecs et les Romains utilisaient la prêle à des fins similaires. Il y a plus de 2000 ans, en Corée, les praticiens traditionnels ont depuis longtemps reconnu sa valeur. Dans certaines parties de l'Europe rurale, les grands-mères la récoltent encore comme leurs grands-mères le faisaient. En Pologne, on l'appelle skrzyp. En Allemagne, on l'appelle Schartelalm. En Russie, on la prépare en thé et ce, depuis des générations. Cette plante existait lorsque les dinosaures parcouraient la Terre. Elle a tout survécu. Puis l'industrie des suppléments est apparue et en quelques décennies, personne ne se souvenait de son nom. Cultiver la prêle nécessite un sol constamment humide. Un récipient placé dans une soucoupe d'eau peu profonde imite son habitat naturel le long des bords des ruisseaux. La plante pousse verticalement en tiges segmentées qui ressemblent à de minuscules tiges de bambou. Récolter les jeunes pousses au printemps lorsque la teneur en silice est maximale.
Séchez-les soigneusement avant de les stocker. Ne consommez jamais de prêle cru. La cuisson ou le séchage la rend inoffensive. Un thé fait à partir de prêle séché a une saveur terreuse qui s'améliore avec une cuillerée de miel. Une récolte fournit suffisamment de matière séchée pour durer tout un hiver. La troisième plante se trouve probablement chez vous en ce moment. Vous l'avez mal utilisée toute votre vie. L'aloe vera pousse sur les rebords de fenêtres et les patios de tous les continents où l'on jardine. Des millions de personnes gardent ces plantes spécifiquement pour les brûlures et les irritations cutanées mineures. Elles ouvrent une feuille et frottent le gel sur une brûlure de cuisine ou un coup de soleil. Ce n'est pas faux, mais cela manque complètement la plus grande opportunité. La recherche a découvert quelque chose de remarquable concernant la consommation d'aloe vera plutôt que sa simple application externe. La supplémentation en gel d'aloe vera a amélioré les rides et l'élasticité du visage tout en augmentant la production de procollagène de type 1 dans la peau humaine âgée. L'effet est venu de la consommation de la plante et non de son application en surface. Les composés responsables sont appelés stérols d'aloès. Après exposition à ces stérols, la production de collagène a augmenté d'environ 2 fois et l'acide hyaluronique a augmenté d'1,5 fois. Votre peau a besoin de ces 2 substances pour maintenir sa structure et son hydratation. L'application topique aide les couches externes. La consommation interne déclenche la production dans tout votre système de l'intérieur vers l'extérieur. Des recherches supplémentaires, Morpholitia, ont confirmé que l'aloe vera augmentait la teneur en collagène des tissus cicatrisants ainsi que son degré de réticulation. Des réticulations plus fortes signifient un collagène plus durable qui résiste plus longtemps à la dégradation. La plante que vous gardiez pour les premiers secours contient des composés qui agissent d'une manière que l'application topique ne peut pas reproduire. Au Mexique, les familles consomment l'aloès depuis des générations. Elles se l'appellent sabila et l'ajoutent aux boissons et aux desserts. Dans certaines parties de l'Inde, il apparaît dans des préparations traditionnelles sous le nom de Grit Kumari. Dans les Caraïbes, les usages traditionnels remontent à des siècles. En Corée, on le coupe en cubes et on le sert dans des boissons sucrées que l'on peut acheter dans n'importe quel dépanneur. Ces cultures n'avaient pas d'essais cliniques. Elles avaient des observations transmises de génération en génération qui leur disaient que cette plante faisait quelque chose d'important lorsqu'elle était consommée. L'aloe vera est peut-être la plante la plus facile à cultiver de cette liste. Elle prospère dans des conditions désertiques avec un minimum d'eau. Des semaines de négligence ne tuent pas une plante établie. Que le plein soleil et un sol bien drainé répondent à ces exigences de base. Un rebord de fenêtre ensoleillé fournit suffisamment de lumière dans la plupart des climats. Récoltez les feuilles extérieures tout en laissant la plante intérieure intacte pour qu'elle continue de pousser. Retirez le gel intérieur et jetez la partie extérieure verte qui peut causer des troubles digestifs. Le gel s'ajoute au smoothie sans en changer le goût. Une plante mature produit plus de feuilles qu'un seul foyer ne peut en utiliser. L'excédent fait des cadeaux qui continuent à donner pendant des années. La 4e plante fait quelque chose qu'aucun supplément de collagène ne peut faire. Elle bloque les enzymes qui détruisent le collagène après que votre corps l'ait fabriqué. Les rosiers poussent dans tous les climats tempérés de la Terre. Après que les fleurs se soient fanées et que les pétales soient tombés, de petits fruits rouges se développent là où les fleurs se trouvaient autrefois. Ces fruits, appelés cynorrhodons, contiennent plus de vitamine C que presque toute autre source végétale, mais leur valeur pour le collagène va au-delà du simple contenu en vitamines. La recherche a montré que la vitamine C appliquée sur la peau humaine améliore la formation de collagène. Les cynorrhodons apportent cette vitamine C ainsi que des composés supplémentaires que les suppléments standards n'ont pas. Des études ont montré que la poudre de cynorrhodon bloque une enzyme spécifique qui dégrade le collagène dans le cartilage articulaire et les tissus cutanés. Cette enzyme provoque les ridules et les rides qui apparaissent avec le vieillissement. Si vous bloquez cette enzyme, le collagène existant dure plus longtemps et un nouveau collagène continue de se former.
Cette double action rend les cynorrhodons d'une valeur unique. La plupart des suppléments de vitamine C ne font qu'aider à construire un nouveau collagène. Les cynorrhodons protègent également ce que vous avez déjà. La défense et l'attaque travaillant ensemble produisent des résultats qu'aucune approche n'atteint seule. Les participants à la recherche prenant de la poudre de cynorrhodon quotidiennement ont montré une diminution significative des rides de la peau, ainsi qu'une augmentation significative de l'hydratation et de l'élasticité. Les chercheurs ont attribué ces résultats au profil combiné d'antioxydants, de vitamine C et d'acides gras que les cynorrhodons fournissent naturellement. En Scandinavie, les utilisations traditionnelles des cynorrhodons remontent à des siècles. Les Suédois en font une soupe appelée nipponsoppa que les enfants mangent d'un thé dans les cantines scolaires. Dans certaines parties de l'Europe de l'Est, les grands-mères font encore du thé de cynorrhodon de la même manière que leur mère. Au Chili, ils appellent le fruit mosqueta et le pressent pour en faire de l'huile. Pendant le rationnement en temps de guerre en Grande-Bretagne, le gouvernement a organisé une collecte massive de cynorrhodons sauvages pour fournir de la vitamine C lorsque les agrumes sont devenus indisponibles. Toute une génération a appris ce que la terre pouvait fournir lorsque les chaînes d'approvisionnement tombaient en panne. Ensuite, cette connaissance s'est estompée à mesure que l'industrie des suppléments se développait. Les rosiers poussent comme des arbustes rustiques qui tolèrent les sols pauvres et un minimum d'attention. Et les roses sauvages ne produisent souvent plus de cynorrhodons abondants que les variétés cultivées sophistiquées sélectionnées pour de grandes fleurs. Attendez la première gelée pour récolter. Lorsque les températures froides ont ramolli le fruit et concentré la douceur, coupez les cynorrhodons et retirez les graines avant de les sécher. Les cynorrhodons séchés se conservent pendant des années dans des récipients hermétiques. Réduits en poudre, ils s'ajoutent au thé du matin ou au smoothie. La 5e plante survit à des conditions qui tueraient tout le reste sur cette liste. Elle pousse dans le cercle arctique où les températures descendent en dessous de moins 40 degrés. Elle contient un acide gras si rare que la plupart des nutritionnistes n'en ont jamais entendu parler. Les arbustes d'argousier poussent à l'état sauvage dans le nord de l'Europe et en Asie centrale, dans des endroits où peu d'autres plantes fruitières survivent. En Mongolie et au Tibet, il a été utilisé à des fins médicinales depuis plus de 1000 ans. En Russie, les cosmonautes ont emporté des préparations d'argousier dans l'espace. Les baies oranges vives contiennent de l'acide gras oméga 7 à des concentrations atteignant 30 à 40% de l'huile de la pulpe. Cela fait de l'argousier l'une des sources naturelles les plus puissantes de ce nutriment sur la planète. L'oméga 7 fait quelque chose de remarquable. Il réduit l'inflammation tout en favorisant. L'oméga 7 de l'argousier correspond à un acide gras naturellement présent dans la peau humaine et favorise la croissance des cellules de surface et des fibroblastes plus profonds responsables de la production de collagène. Des recherches cliniques ont confirmé une amélioration mesurable de la densité du collagène après 12 semaines de supplémentation en argousier. La plupart des huiles végétales contiennent des oméga 3, oméga 6 ou oméga 9. L'argousier contient les 4, y compris le rare oméga 7. Cette combinaison offre des avantages que les suppléments à un seul nutriment ne peuvent pas reproduire. En Finlande et en Suède, les usages traditionnels se poursuivent dans les communautés rurales. Au Népal et au Bhoutan, les baies sont récoltées depuis des siècles. Dans certaines parties de la Chine, il y a des industries entières se sont développées autour de la culture et le gouvernement a financé la recherche sur ses propriétés. Les Grecs l'appelaient hypophae, ce qui se traduit à peu près par cheval brillant, car les animaux qui mangeaient les baies développaient un pelage lustré. Pendant ce temps, dans la plupart des magasins de suppléments américains, vous ne trouverez d'argousier nulle part. Les entreprises qui dominent les étagères n'ont aucun intérêt pour une plante qui pousse d'elle-même dans des conditions trop rudes pour que quoi que ce soit d'autre survive. Cultiver l'argousier demande de la patience. Les arbustes tolèrent le froid extrême, les sols pauvres et l'exposition au sel. Vous avez besoin de plantes mâles et femelles pour la production de baies. La culture en conteneur fonctionne dans les petits espaces. Non, les baies sont pressées fraîches ou laissées à geler sur la branche, ce qui les ramollit pour une récolte plus facile. Un arbuste établi produit des baies pendant des décennies. L'investissement initial en temps rapporte des dividendes chaque automne pour le reste de votre vie.
Maintenant, voici la question qui devrait vous mettre en colère. Pourquoi ces 5 plantes sont-elles restées ignorées pendant que l'industrie des suppléments de collagène dépassait les 3 milliards de dollars? La réponse implique de l'argent, des priorités de recherche et l'économie de base de ce qui peut être vendu par rapport à ce qui peut être cultivé. Cherchez dans les grandes bases de données de recherche médicale, tapez suppléments de peptides de collagène et vous trouverez des milliers d'études publiées. Tapez GoTo Cola Collagène et vous en trouverez beaucoup moins. Ce rapport ne reflète pas le mérite scientifique, il reflète qui paie pour la recherche. Les entreprises de suppléments financent des essais qui soutiennent leurs produits. Les fabricants de peptides sponsorisent des études dans les universités. La machinerie de la validation scientifique suit l'argent. Une plante qui pousse à partir de boutures ne génère pas de ventes répétées. Un paquet de graines de GoTo Cola coûte 3 dollars et produit des plantes qui se multiplient indéfiniment. Un pot de peptides de collagène coûte 40 à 60 dollars et dure environ un mois. Les maths expliquent tout. L'abondance gratuite effraie les systèmes payants. Les analystes de marché décrivent le désir croissant des consommateurs pour des produits naturels à base de plantes et à étiquette propre comme l'un des principaux facteurs de croissance de l'industrie. Pourtant, la réponse de l'industrie consiste à créer des boosters de collagène végétaux propriétaires vendus à des prix élevés, des mélanges brevetés au nom fantaisiste et non les plantes réelles que n'importe qui pourrait cultiver dans un seau sur un porche. Ce qui ne peut être possédé, il ne peut être vendu. Ce qui ne peut être vendu ne peut être commercialisé. Ce qui ne peut être commercialisé n'entre pas dans la conscience publique. 3 générations de personnes ont grandi sans jamais entendre les mots Centella asiatica, non pas parce que quelqu'un l'a caché, média, mais parce que personne n'en a tiré profit en la révélant. Ce n'est pas une conspiration, c'est l'économie qui fonctionne exactement comme prévu. Considérez ce qui se passe lorsque vous calculez le coût réel de chaque approche. Un supplément de collagène de qualité coûte 40 à 60 dollars par mois. Cela représente 500 à 700 dollars par an. Sur une décennie, vous dépensez 5 000 à 7 000 dollars en poudre que votre corps décompose en acides aminés qu'il pourrait obtenir de n'importe quelle source de protéines. La destination de ces acides aminés reste hors de votre contrôle. Maintenant, considérez l'alternative. Un paquet de graines de GoTo Cola coûte à 3 dollars. Une plante d'aloe vera d'une jardinerie coûte 5 à 10 dollars. Les graines de cynorhodon coûtent 4 dollars. La prêle pousse souvent à l'état sauvage et est gratuite si vous savez où chercher. Les arbustes d'argousier coûtent 15 à 20 dollars chacun et vous en avez besoin de 2 pour la pollinisation. L'investissement total s'élève à environ 50 dollars. Ces 50 dollars produisent des plantes qui se multiplient, se propagent et donnent des récoltes année après année pour le reste de votre vie. Vos enfants en héritent, vos petits-enfants en héritent. Le calcul n'est même pas proche. Imaginez un rebord de fenêtre de cuisine dans votre appartement ou votre maison. Il y a de la place pour 3 ou 4 petits récipients. Une plante d'aloe vera est assise à côté d'un pot de GoTo Cola qui se répand. Un bocal de prêle séché attend dans le placard. La poudre de cynorhodon s'ajoute au thé du matin. Est-ce les mêmes composés qui coûteraient des centaines de dollars annuellement sous forme de suppléments poussent continuellement à partir d'un investissement initial plus petit qu'un seul pot de poudre de collagène? Votre corps a toujours su comment fabriquer du collagène. Chaque cellule qui nécessite cette protéine contient les instructions pour la produire. Ce dont votre corps a besoin, ce n'est pas de plus de matière première arrivant par la digestion. Ce dont votre corps a besoin, c'est du signal pour activer la production là où cela compte vraiment. Ces 5 plantes fournissent ce signal. Elles ont poussé sur cette planète bien avant l'existence des entreprises de suppléments. Elles continueront à pousser bien après que les tendances marketing actuelles. Elles ne demandent rien d'autre que de l'eau, de la lumière et une récolte occasionnelle. Elles produisent continuellement des composés qui déclenchent votre propre système de fabrication de collagène. La connaissance existe. Elle n'a jamais disparu, il est simplement devenu non rentable de la partager. Chaque guérisseur de village en Indonésie connaît le GoTo Cola, chaque grand-mère en Pologne connaît la prêle, chaque famille au Mexique connaît la Sabila.
Cette information a voyagé à travers les générations par le bouche à oreille, pendant que les entreprises de suppléments créaient des départements marketing, finançaient des études, achetaient de l'espace sur les étagères et créaient une industrie valant des milliards. Pensez à ce que nous avons perdu en chemin. Votre arrière-grand-mère n'entrait pas dans un magasin pour parcourir les étagères à la recherche de la bonne poudre. Elle se promenait dans son jardin, le long d'un ruisseau ou dans un champ en lisière de ville. Elle savait quelle plante aidait à quel problème parce que sa mère le lui avait montré et que sa grand-mère l'avait montré à sa mère. Cette chaîne de connaissances s'est étendue sur des milliers d'années sans interruption. Puis en 2 ou 3 générations, elle s'est brisée. Les magasins se sont remplis de produits, les jardins se sont vidés, les plantes sauvages ont continué à pousser, mais personne ne se souvenait de leur nom ou de leurs usages. Nous avons échangé la sagesse contre la commodité et l'avons appelée progrès. Nous avons échangé l'abondance gratuite contre la rareté coûteuse et l'avons appelée innovation. Nous avons échangé des plantes qui fonctionnent contre des poudres qui pourraient fonctionner et avons payé un supplément pour cette dégradation. Vous pouvez continuer à acheter les poudres, personne ne vous arrêtera, le rayon des suppléments continuera de s'étendre, les pots continueront de devenir plus chers et les promesses deviendront plus audacieuses, ou vous pouvez passer un après-midi dans une jardinerie, attendre quelques semaines que les graines germent et passer le reste de votre vie à récolter des plantes qui font ce que les poudres ne font que prétendre faire. Vous avez probablement marché devant l'une de ces plantes hier, peut-être que vous l'arrachez de votre jardin depuis 40 ans et la jeter à la poubelle. Peut-être que votre grand-mère a essayé de vous en parler et que vous n'avez pas écouté. Au moins, maintenant, vous savez. Au moins, vos enfants et vos petits-enfants sauront mieux. L'écart de connaissances qui a maintenu ces plantes obscures se réduit au moment où vous mettez une seule bouture en terre. Si cette histoire a changé votre façon de voir les mauvaises herbes dans votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez l'avenir, le prochain trésor sera bientôt révélé.